David Cosette, bonjour. Bonjour Arnaud. On se connaît un petit peu, vous êtes Oui. ancien journaliste sportif, même si on est d'abord journaliste plutôt que journaliste sportif, mais ça c'est un autre débat. Notamment à Canal+, vous êtes aussi entrepreneur. Je vous présente en quelques mots. Vous êtes une des voix les plus reconnues et identifiées du basket français, journaliste, commentateur. Je ne vais pas dérouler tout votre CV, mais vous êtes passé d'Eurosport à Canal+, RMC Sport, la chaîne L'équipe ou Swick. Et vous avez basculé dans l'entrepreneuriat en 2020 en reprenant un hôtel et désormais un restaurant. On va parler de tout ça en 20 minutes. Pour commencer, revenons au sport et au basket. Vous avez commenté les plus grandes compétitions de basket européen et international pendant des décennies. Est-ce que vous avez pu commenter Victor Wembanyama et qu'est-ce que ça fait de voir une sorte d'ovni du sport français? Est-ce que c'est une bénédiction pour le basket et pour le sport français? Je l'ai pas commenté parce qu'il a commencé à jouer pro juste quand moi là j'ai arrêté. Je l'ai vu grandir quand il était à Nanterre, adolescence, que je suis assez proche de tout le staff de Nanterre et le coach de l'époque, Pascal Donadieu, m'avait dit regarde, viens à l'entraînement, viens voir celui-là. Il avait 15 ans à l'époque, il commençait avec les pros et on voyait que c'était un ovni. Et oui, forcément, il fait un bien fou au sport français. Après, entre NBA et basket européen, il faudra qu'il fasse ce qu'il a fait avec les Jeux Olympiques de Paris, comme Tony Parker, c'est-à-dire que pour exister dans le cœur du grand public, pas uniquement le public basket, mais tout le grand public, il faudra faire les compétitions internationales et gagner des médailles. Et il pourra faire passer encore un cap. Le basket français a passé un cap avec Tony Parker quand il a fait gagner des médailles. Et là, si jamais il peut faire gagner un titre olympique à Los Angeles ou le prochain titre mondial, par exemple, forcément, ça aidera énormément. C'est pour ceux qui suivent le basket, quand on l'a vu débarquer, on ne pensait pas qu'un joueur pouvait être physiologiquement comme ça, c'est-à-dire d'avoir des dimensions hors normes, mais avoir des skills, des qualités, une adresse comme un meneur de jeu, quoi. Est-ce que pour vous, comme Tony Parker, il peut dépasser largement son sport et exister dans le sport français et mondial, pas seulement le basket? Et déjà, il le fait aux États-Unis parce que le basket est une affaire très importante là-bas. Et oui, il le fera. Je pense que la vraie clé, ce sera justement les Jeux Olympiques de Los Angeles où la France fera, si elle est au complet, fera partie des favorites. Et lui, il sera vraiment à son prime parce qu'à ce moment-là, il aura aux alentours de 26 ans. Et après, en plus, il y a les championnats du monde qui auront lieu en France en 2031 de mémoire et il y a des échéances extraordinaires qui pourront lui permettre d'être une superstar qui dépassera le cadre du sport. Ouais. Dans votre parcours, vous avez changé pas mal de fois de médias, mais c'est aussi lié à l'évolution des droits télé du basket. Comment vous regardez l'évolution du marché de la télé et du basket, les plateformes de streaming? Est-ce que pour le téléspectateur, déjà pour vous, journaliste, mais est-ce que aussi pour le téléspectateur, c'est compliqué de s'y retrouver parfois? Oui, c'est très compliqué. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai basculé sur l'entrepreneuriat, que j'ai repris un hôtel-restaurant, parce que les droits sont très volatiles. Et quand on voit que même le foot, c'est une galère et que les clubs de Ligue 1 sont en péril parce qu'il y a quasiment plus de droits à monétiser, le basket, c'est encore une autre histoire que le football. Ça change tous les 2-3 ans. Moi, j'avais repris un hôtel-restaurant justement en me disant au moins j'aurai une affaire à moi. Et après, il y a Squeak, une plateforme qui est arrivée. Donc j'ai revendu mon hôtel, mais 8 mois après, Squeak a coulé, n'a plus payé personne. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, moi, sans rien. C'est un milieu qui est devenu de plus en plus difficile et c'est compliqué pour ceux qui en vivent de s'y retrouver. Est-ce que malgré les Wembanyama, peut-être qu'il est l'arbre qui cache la forêt, est-ce que le basket français est viable économiquement? Est-ce qu'il peut trouver sa voie? Oui, parce qu'il existe le championnat de France, que ce soit première, deuxième division. Les salles sont tout le temps pleines, un peu partout en France. C'est souvent, à tort maintenant, qualifié de sport de province et de préfecture, ce qui est faux parce que ce que fait par exemple Paris Basket à l'Adidas Arena avec la création d'une culture urbaine très forte, ça marche vraiment bien. Il y a des grandes salles de 10 000 places, il y en a une à Lyon qui s'est créée, il y en a une à Orléans. À Orléans par exemple, ils sont deuxième division, ils jouent dans une salle de 10 000 et ils font 7 000 de moyenne. Donc le basket en France vit franchement très très bien. Et ça vous manque, vous, parfois, de ne pas commenter le basket? C'est vraiment fini? Parce que parfois, vous avez fait des allers-retours ou votre nouvelle vie, maintenant, c'est... Bien sûr que ça me manque quelque part parce que je le porte en moi depuis toujours. Moi, j'ai commencé à commenter mes premiers matchs en 92, ça fait 35 ans. J'ai vécu les plus belles émotions de ma vie. Donc, évidemment que ça me manque.
Et l'approche, vous parliez de 1992, les Jeux, Michael Jordan et la Dream Team. Est-ce que l'accès aux sportifs, quand on est journaliste aujourd'hui, il est complètement bouleversé par rapport à une époque que vous avez pu connaître où non pas qu'on se liait des liens d'amitié, mais... C'est plus la même chose. Je me souviens d'une génération avant moi qui parlait qu'ils allaient boire des cafés avec Michel Platini, Alain Giresse à la Coupe du Monde 82 ou même à la Coupe du Monde 86. Moi, j'ai vécu les dernières années où on pouvait appeler les joueurs en direct, où on pouvait, après les matchs, aller boire un coup ensemble, refaire le monde ensemble. Et c'est sûr que les rapports ont changé. C'est plus aseptisé. Et il y a une dimension humaine qui n'est plus tout à fait la même. Donc voilà, certains dont je fais partie sont un peu nostalgiques de l'ancien temps où on pouvait vraiment se parler comme ça, de bugne à bugne, sans qu'il y ait l'attaché de presse, l'agent, etc. quoi. Avant de basculer sur l'entrepreneuriat et votre expérience de vie, vos expériences de vie, un mot encore sur le sport, sur la façon dont la jeune génération consomme le sport. Comment vous voyez ça ? Est-ce que il faut se réinventer, les réseaux sociaux, les matchs sont découpés, c'est difficile. Oui, mais je pense que... Il faut se remettre en cause aussi. Oui, mais je pense que ça reste... Alors on peut se dire, quand on voit maintenant les jeunes, ils sont incapables de regarder un seul écran. Il faut toujours qu'il y ait un deuxième écran à côté, ça m'épate toujours. Mais je pense quand même que ça reste... Alors oui, les réseaux sociaux sont indispensables pour la notoriété de la compétition ou quoi que ce soit, mais on se rend compte qu'il y a une complémentarité entre les deux et que le linéaire avec les grandes chaînes hertziennes qui d'ailleurs souffrent, on le sait, toutes les plus grandes chaînes, le sport, ça reste une valeur refuge parce que tout se regarde en replay maintenant. Le sport, c'est le dernier truc qui se regarde encore en direct. Et on le voit avec l'équipe de France de foot, qui en plus est séduisante, qu'on voit que des matchs à minuit, ils font encore 70% des gens qui sont devant la télé ou qui font plus de 10 millions. Ça reste une valeur refuge pour les grandes chaînes et c'est pour ça que les droits sont toujours aussi chers d'ailleurs. Et malgré tout, est-ce qu'on doit raconter, journaliste, le sport de la même façon qu'il y a 20 ans ? Le récit a changé parce que chacun se met un peu en scène. Un joueur est plus puissant... Oui. En fait, ça dépend du support sur lequel on travaille, effectivement. Donc maintenant, il y a un peu tout qui est mélangé entre les influenceurs, les journalistes, etc. Moi, je m'en tiens à ce que je connais ou ce que j'ai connu pendant longtemps, où on est là, non pas nous pour se mettre en scène quand on est commentateur, mais on est au service d'un programme et le but en tant que journaliste, c'est déjà de mettre son consultant, qui est souvent plus connu et plus expert que nous, en valeur, et de mettre le match lui-même en valeur. Parlons de votre hôtel-restaurant que vous n'avez plus, mais racontez-nous en quelques mots cette expérience fascinante et surprenante que vous avez lancée. Vous avez décidé avec votre épouse de reprendre un hôtel-restaurant dans le Var, quelques semaines avant un événement d'ampleur mondiale. Justement, c'est parce que les droits n'arrêtaient pas de changer. Donc moi, j'avais la chance d'être un peu reconnu dans ce que je faisais. Donc je pouvais tous les 2 ans suivre les droits. Mais je me doutais que ça allait s'arrêter à un moment ou à un autre. Donc on voulait avoir quelque chose à nous pour pas se retrouver sans rien. Et finalement, l'avenir l'a montré. Et donc, moi, d'ailleurs, c'est une histoire de basket parce que c'est un ami que j'ai commenté quand il était joueur de basket qui s'est reconverti hôtelier dans le sud où on a passé toutes nos vacances et ça nous a donné envie de faire la même chose. Et après, au niveau du timing, on n'a pas été super parce qu'effectivement, ça a mis beaucoup de temps entre la négociation, trouver un financement, ça a mis 2 ans et au moment où on a ouvert un mercredi et 3 jours après, le samedi, on a fermé avec le confinement généralisé. Donc c'est vrai que on avait l'impression de vivre un petit peu dans un film. Et cette histoire, c'était aussi... ça touchait, je pense, des gens parce que ça brasse plusieurs thèmes. Il y a surtout le changement de vie à 50 ans. Quand on a 50 ans, parfois, on fait un peu le point sur sa vie. Est-ce que j'ai pas envie de profiter différemment avec les années qui vont me rester ? Et puis, la découverte de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours été salarié, donc j'ai découvert plein de choses. Et donc, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre « L'hôtel du bord de mer » où je raconte à la fois le changement de vie, la découverte de l'entrepreneuriat et même si après on l'a revendu au bout de 4 ans parce que le basket est revenu à moi je suis tellement heureux, c'était dur, notamment au début, mais je suis tellement heureux d'avoir vécu cette expérience qui était une vraie expérience de vie, alors que quand on est commentateur de sport à la télé, on est parfois un petit peu, on est dans un environnement privilégié, parfois un petit peu hors sol quelque part, et là d'avoir une entreprise à soi avec les emmerdements qui sont liés avec la gestion du personnel, avec tout ça, c'était une aventure de vie assez extraordinaire. Et justement, qu'est-ce que vous avez appris de l'entrepreneuriat que le journalisme ne vous a pas
appris? Est-ce que vous avez eu des nouvelles clés, développé votre panoplie? Déjà, c'est du management. Alors pour le coup, j'avais été un petit peu formé en management quand j'étais à Canal où j'étais rédacteur en chef, j'avais une rédaction. Mais là, c'est vraiment une autre échelle encore. C'est beaucoup de management et c'est réussir à emmener, d'avoir une vision et de réussir à emmener du monde avec soi et donc de donner un élan et de faire adhérer les gens autour de soi et surtout de ne pas se tromper sur les gens et après d'avoir suffisamment confiance, de créer un lien et c'est ce qui donne cette aventure humaine qui est, quand on y arrive, c'est assez gratifiant à la fin. Vous venez de le dire, vous en avez fait un livre qui est L'Hôtel du bord de mer et avec le recul vous dites que c'était vraiment de la conscience, c'est-à-dire qu'en plus c'est une aventure de famille, c'est important aussi. C'est que oui, c'était un choix qui impliquait toute la famille Cosette. D'avoir une femme qui me faisait confiance, on a déménagé, c'était un déracinement pour nos 2 filles et on a déménagé alors qu'on n'avait même pas encore finalisé l'acquisition de l'hôtel. À un moment d'ailleurs c'était très compliqué et je me disais mais ça va pas se faire et on avait déjà revendu notre maison, on avait tout mis sur la table, j'avais revendu la maison, j'avais plus de métier et oui il y a eu des moments un petit peu, il y a eu des nuits un petit peu courtes et un petit peu compliquées. Il y a beaucoup de passerelles et cette journée d'aujourd'hui est là pour le prouver entre le sport et l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous en avez discuté avec d'autres sportifs de votre expérience? Oui, ça intéresse des sportifs dont on sent qu'ils réfléchissent à leur après-carrière. Et moi, la seule chose que je leur dis, c'est qu'il faut quand même être bien entouré. D'avoir, quand ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas, moi je donne l'élan, mais après il faut choisir les bonnes personnes. J'avais quand même un expert comptable qui était avec moi, j'avais un avocat d'affaires qui était avec moi pour pouvoir m'aider, pour pouvoir construire le truc, pour pas partir comme ça et se retrouver après parfois en slip parce qu'on a mal calculé son coût, quoi. Et il y a quand même des passerelles ou des analogies entre couvrir un événement sportif et... Oui, le travail, clairement, alors avec un sport collectif, ouais. Clairement. Et moi, souvent, je faisais des analogies quand je faisais mes briefings de début de saison ou quoi que ce soit, sur le fait que si chacun se prend pour Mbappé et tout ça, il faut aussi des défenseurs, tout le monde sera utile. Et pour moi, j'ai essayé de mettre en avant le fait que même le plongeur ou la femme de chambre était aussi importante que le chef par exemple et que c'est seulement ensemble parce que chacun va se faire des passes, travailler l'un pour l'autre qu'on arrivera à un résultat commun et donc de gagner des matchs. Il y a vraiment des similitudes sur le management collectif entre le sport et les entreprises et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs qui interviennent aussi sur des conférences ou des choses comme ça pour partager leurs expériences. Vous étiez en quelque sorte le manager général qui essayait d'impliquer tout le monde dans la même équipe. Le coach, clairement. Oui, le coach qui va penser plus à ses coéquipiers qu'à lui-même. Voilà. Et alors parfois, il faut recadrer parce que chaque coéquipier pense à lui et il faut donner un esprit collectif et il y a beaucoup de similitudes. Alors l'hôtel du bord de mer, ça vous a pas vacciné l'entrepreneuriat. Vous dirigez aujourd'hui un restaurant avec 90 salariés. Alors, avant de parler de cet établissement assez connu qui a appartenu à Jean-Pierre Rive, autre icône du sport, quelques mots sur la façon dont vous avez atterri dans cet hôtel, parce qu'il y a un post LinkedIn qui a un peu entre désabusé. Oui, c'est... Moi j'ai basé toute ma carrière sur la sincérité et notamment je pense que c'est pour ça que je touchais les gens quand je commentais des matchs parce que les gens sentaient que j'étais sincère et à notre époque où tout le monde se vante de plein de choses, ou s'invente des vies, ce que je trouve parfois assez insupportable sur les réseaux sociaux, ça m'a rassuré de voir que la sincérité a payé parce qu'effectivement, mon poste où je disais, voilà, j'ai 55 ans et pour la première fois de ma vie, je ne sais pas ce que je vais faire. Et ça a profondément touché les gens. Il y a plein de gens qui s'y sont reconnus en disant je vis exactement la même chose. Et c'est comme ça que j'ai eu des retours, que quelqu'un un jour m'a dit, le directeur général du groupe Bertrand souhaiterait vous rencontrer. Et je trouve qu'il y a une morale au truc, c'est que de se mettre à nu, alors sans impudeur, mais juste dire les choses telles qu'elles sont et ne pas tricher, pour y revenir à s'inventer une vie. Et cette sincérité-là, elle finit par toucher les gens et donc elle finit par payer quelque part. Parce que le post LinkedIn, il était aussi, non pas un cri d'alarme, mais c'était un constat que vous heurtiez à des portes dans les médias qui se fermaient. Il faut trouver le bon ton parce qu'on n'est pas là pour... c'est compliqué pour tout le monde. Je veux dire, tout le monde a vécu un moment dans sa vie des situations difficiles, donc on n'est pas là pour pleurnicher. Et donc j'ai essayé d'expliquer pourquoi, de dire est-ce que la complexité de mon parcours fait que personne ne s'y retrouve ?
En sport, on va dire, bah non, toi maintenant, tu es un hôtelier, donc tu nous intéresses plus. Et en hôtellerie-restauration, on va dire, bah non, toi, tu es un journaliste, donc tu n'as pas assez d'expérience. Donc on se retrouve un peu entre deux eaux, on n'a rien. L'âge aussi, parce que des gens peuvent dire, bon, écoute, à 50 ans, tu as fait ton temps et tout ça. Ce genre de choses. Ou d'avoir même été chef d'entreprise pour intégrer une boîte. Un manager pourra se dire, lui, il a été chef d'entreprise. Il ne va pas accepter de recevoir des ordres. Donc j'ai essayé de lister un petit peu les raisons pour lesquelles j'avais du mal à retrouver quelque chose. Et oui, donc effectivement, ce poste a été beaucoup vu. Il y a des gens qui venaient dans la rue me dire « Ah, mais j'ai vu votre poste et tout ça ». C'était assez dingue. Et c'est vrai que ça... Et c'est d'ailleurs une histoire de basket, parce que c'est un amateur de basket qui a vu mon poste, ça l'a touché, et qui a été voir le directeur général, qui est l'un de ses amis du groupe Bertrand, qui lui a dit « Il faut que tu le reçoives, c'est un super mec ». Il n'en savait rien que j'étais un super mec, il m'avait juste vu à la télé. Mais il lui a dit ça, et cette personne qui ne me connaissait pas du tout m'a reçu, et c'est comme ça qu'on a cliqué, et que maintenant je me retrouve à la tête d'un bel établissement. Et là aussi, il y a un lien de sport, donc tout ça a du sens, parce qu'effectivement, ça a appartenu à Jean-Pierre Rive. Et en plus, c'est un restaurant qui est tout près de là où sont situés tous les médias, dans le sud-ouest parisien. Donc ça permet, moi, de revoir tous mes anciens copains qui viennent déjeuner. Justement, comment vous utilisez ce réseau que vous avez bâti dans le sport et dans les médias pour votre restaurant? Je crois qu'il y a Michel Denisot et plein d'autres sportifs aussi. Après, on essaye de la restauration. Franchement, moi, j'ai l'habitude de dire que je suis passé du métier le plus facile de la terre, être payé pour aller voir du sport, c'est quand même au métier le plus difficile. Je peux vous assurer que la restauration, c'est vraiment l'un des milieux les plus difficiles qui soit, vraiment. Milieu très dur, très hiérarchisé, voilà, avec beaucoup, c'est très chronophage. Et donc, comme c'est un métier qui est pas rigolo toujours, j'essaye de donner du sens. Et donc, je donne du sens justement en créant des petits événements. J'avais l'hiver dernier invité tous les plus grandes voix du sport français à la télé, toutes chaînes confondues, et qui sont venus pour moi. Si ça avait été quelqu'un qui avait organisé ça, les attachés de presse s'en seraient mêlés en disant bah non, tu vas pas là, etc. Donc ils sont venus par amitié, et c'est comme ça que j'avais tous les plus grands commentateurs de foot, de rugby, de tennis qui avaient tous plaisir à se retrouver. Et moi, j'ai vécu une soirée formidable parce que j'alliais mes deux univers et je donnais du sens à ce que je faisais. Et en plus, je mettais un petit peu en avant l'établissement. Donc c'était une belle expérience, et je vais tenter de faire ça à la rentrée avec les consultants maintenant. Justement, il y a les consultants, vous avez déjà des noms, d'autres idées pour un peu mêler faire venir des sportifs, des journalistes. Après l'été. Déjà, moi, pour le basket, je rêverais de pouvoir rassembler une même table Jacques Monclar, Georges Eddy et Stephen Brun, qui pour moi sont les trois plus grands consultants de basket, il n'y a aucun doute là-dessus, mais aussi adjoindre les plus grands consultants de foot, de rugby, de tennis, de handball, ceux avec qui je suis ami ou copain, ou au moins on se connaît, et je peux les inviter et leur dire je vais vous réunir, vous allez parler sport toute la soirée, vous allez kiffer, moi je serai content de passer un peu de temps avec vous, puis enfin voilà, c'est comme ça qu'on crée des belles histoires humaines. Je suis beaucoup sur l'humain. Et justement, parce qu'il reste plus beaucoup de temps, est-ce que vous avez des sportifs qui, depuis vos aventures, vous ont demandé des conseils ou pour élargir leur horizon, justement? Ou est-ce que vous échangez avec eux? Pas des conseils, mais ils me demandent de leur raconter des histoires, parce que c'est vrai que pour certains, ils sont assez fascinés par ce changement assez radical. Ouais. Changement de vie total, ouais. Oui, complètement. Et revenir commenter le basket un jour, c'est exclu si on vous le propose? Ma vie ces dernières années a été tellement folle que je vais pas dire non, je n'y retourne pas. Par contre, je ne vais pas tous les matins me lever en me disant est-ce que je vais y retourner, parce que sinon je serais malheureux toute ma vie. Là, je vis une expérience qui est sympa, je m'y épanouis, je ne ferme la porte à rien, mais ça peut même être d'autres choses. Peut-être qu'un jour, je reprendrai un autre hôtel, peut-être que je redescendrai dans le sud, peut-être qu'un grand patron me dira ton profil m'intéresse, regarde, je te propose cette aventure-là, et peut-être que je lâcherai tout et que j'irai, parce que j'ai envie, mine de rien, les années passent, on se connaît depuis longtemps, et j'ai envie de vivre un maximum d'expériences de vie, d'expériences humaines, avant qu'il soit temps de se reposer. Donc moi, je suis ouvert à absolument tout. Je veux vivre tout le plus intensément possible. Pour finir, justement, est-ce qu'on se connaît depuis longtemps et on est journaliste depuis longtemps, même parce qu'on le reste à vie, pour moi. Est-ce que vous ne trouvez pas que globalement, les journalistes, dans l'ensemble, manquent un petit peu d'esprit d'ouverture pour se remettre en cause et tenter d'autres aventures, sans aller jusqu'à changer de vie comme vous? Je comprends, mais après, c'est un tel... quand on vit de sa passion, pourquoi s'interroger Je comprends, moi, tous mes copains qui sont dans les mêmes chaînes depuis longtemps, qui font la même chose depuis longtemps. C'est un tel kiff.
Donc moi, je me suis interrogé là-dessus parce que je sentais que ça pouvait bouger, mais je reprocherais jamais à un journaliste sportif de dire t'es quand même bien idiot de pas vouloir changer. C'est quand même quand on est passionné par quelque chose, vivre de sa passion toute sa vie, c'est le truc le plus extraordinaire et c'est pas donné à tout le monde. Et vous restez passionné de basket en tout cas, encore aujourd'hui? Je reste évidemment passionné de basket. Je suis à faire du basket. C'est parfois un peu douloureux de regarder les matchs quand je suis dans mon canapé, ça me fait bizarre, mais c'est comme ça. J'imagine. Merci beaucoup David, et donc dirigeant du restaurant Lille à Issy-les-Moulineaux sur la Presqu'île. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.